Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, je suis ravie de débuter ce webinaire qui porte sur l'intérêt de modèles 3D pour la prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles. Donc, on est au sein de la Maison des femmes de Saint-Denis et je suis accompagnée du docteur Etel, bonjour. Bonjour. Et du docteur Defouché, bonjour. Donc, le webinaire est organisé en collaboration entre Bonne 3D. Donc, Bonne 3D, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'impression 3D et le domaine médical. Et donc, la Maison des femmes, qui est un lieu d'accueil unique des femmes victimes de violences. Donc, je me présente, Juliette, je vais animer ce webinaire. Donc, je suis ingénieure en charge du développement des modèles anatomiques au sein de Bonne 3D. Et donc, dans ce cadre, avec mon équipe, nous avons modélisé et développé des modèles anatomiques destinés aux patientes excisées. Donc, c'est des modèles de vulves de patientes non excisées et des modèles de vulves excisées qui vont permettre de les accompagner dans leur parcours de soins. Donc, ce projet a pu avoir lieu grâce à une initiative du Dr Konsari et de la PHP. Le 6 février, il y a 3 jours, c'était la Journée internationale des mutilations sexuelles. Et donc, c'est pour cela que nous avons souhaité organiser ce webinaire pour avoir l'occasion de discuter autour de ce sujet et de surtout discuter de l'intérêt des modèles 3D dans l'accompagnement des femmes victimes d'excision. Donc, Dr Atem, vous avez fondé la Maison des femmes en 2016. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur la Maison des femmes ? Eh bien, d'abord, merci d'avoir organisé ce webinaire. C'est important chaque année de célébrer d'une certaine façon cette journée, qui est une journée de lutte et non pas une journée en faveur, qu'on soit bien clair, contre les mutilations sexuelles. Alors, la Maison des femmes, c'est un lieu justement qui veut s'occuper de toutes les situations dans lesquelles les femmes sont en difficulté, sont victimes de violences ou dans des situations de vulnérabilité spécifiquement liées au fait qu'elles soient des femmes. Et à ce titre, nous nous occupons de tout ce qui est santé sexuelle des femmes, de tout ce qui est accès à la contraception, à l'avortement et au dépistage des maladies infectieuses. Nous intervenons dans les lycées et les collèges pour former aussi les jeunes et les informer, et les outils là sont bienvenus. Nous avons aussi une action très spécifique envers les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, physiques, psychologiques, sexuelles, au travail, toutes ces violences-là que l'on connaît plus ou moins bien. Et notre troisième champ d'action, ce sont les mutilations sexuelles qu'on a mis un peu à côté parce qu'on pourrait dire que ce sont à la fois des violences familiales, ce sont des violences sexuelles sur enfants, mais elles sont un peu spécifiques par leur caractère extrêmement répandu et quelque part banalisé, comme si, à partir du moment où ça concerne d'autres cultures, ça concerne des femmes qui ne sont pas exactement comme nous, bah, c'est pas grave. Et notre objet, c'est justement d'en faire une préoccupation nationale, puisque, on le sait aujourd'hui, environ 120 000 femmes vivant sur le sol français sont excisées. La question qui vient immédiatement après, c'est « Ah, on les a excisées en France ?» Et la réponse est évidemment non. La plupart du temps, ça ne se fait pratiquement plus, pas complètement plus. Soit elles sont arrivées excisées, soit elles sont nées en France et elles ont été excisées à l'occasion de vacances au pays par une famille qui est elle-même victime de traditions et n'imagine pas qu'une fille propre et bien ne soit pas excisée. Donc voilà tous les sujets dont nous nous occupons dans cette fameuse Maison des femmes. Merci. Docteur Defouché, donc on a collaboré ensemble sur le développement des modèles. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Tiffaine Defouché, je suis aussi gynécologue et je travaille à mi-temps entre la Maison des femmes de Saint-Denis avec le docteur Atem et la Maison des femmes de L'Acquitté-Salpêtrière. Donc l'activité des maisons des femmes vient de vous être résumée, je ne reviendrai pas dessus. J'ajouterai aussi, comme vient de vous dire le docteur Atem, c'est un problème qui concerne énormément de femmes en France. On n'est pas obligé d'être extrêmement spécialiste du sujet, on n'est pas obligé d'être capable d'opérer les patientes, etc., pour être intéressé de répondre à leurs questions, de les orienter et de savoir avancer un petit peu avec elles sur en fait quelle est la nature de leur demande et qu'est-ce qu'elles souhaitent, ces patientes, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Pour les accompagner dans leur traitement, exactement, dans leur suivi.
Donc, du coup, dans ce cadre, vous êtes amené à voilà, recevoir des patientes qui ont été victimes d'excision. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe une consultation, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes premières quand elles viennent vous voir et comment vous les accompagnez derrière? Alors, on peut venir nous voir pour plein de raisons différentes. Assez souvent, nous recevons des femmes qui ont besoin d'avoir une preuve matérielle de leur excision pour des démarches administratives. Je pense notamment aux demandeuses d'asile qui espèrent ainsi prouver qu'elles viennent d'une région du monde où la situation de la femme n'est pas très enviable et qu'elles sont victimes déjà d'excision, ça on peut le prouver, puisqu'on peut leur faire un certificat attestant de la réalité d'excision, et qui laisse entendre que d'autres violences sont tout à fait possibles et banales dans leur foyer. Ces femmes-là, souvent ça peut s'arrêter là. Parfois, elles sont intéressées par l'offre de soins que nous proposons et elles demandent à revenir pour une prise en charge plus approfondie. Nous recevons aussi des très jeunes filles qui se demandent si elles sont excisées. Elles ont eu par exemple un cours de SVT, elles ont vu que l'image du sexe qui leur était présentée ne correspondait pas exactement à ce qu'elles pensaient être. Très souvent, elles ne savent pas si elles le sont, parce que ce n'est pas du tout un sujet dont on parle en famille. Et pour peu que l'excision ait eu lieu de manière très précoce, que la jeune fille ait été un bébé, elle n'a aucun souvenir, et elle grandit avec l'idée que son anatomie est celle de tout le monde. Et si sa sœur est pareille et qu'elle a vu sa sœur dans le bain, pour elle, les femmes sont comme ça. Et donc ça peut être extrêmement choquant pour elle de découvrir qu'en fait non, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et elles viennent pour comprendre et pour qu'on les rassure aussi, parce que quand on se découvre différent, ça peut être extrêmement anxiogène de se dire mais en fait je suis pas une femme, en fait je suis pas normale et comment va être ma vie. Donc là nous avons un rôle pédagogique mais aussi rassurant parce que on peut être excisé et avoir une vie de femme tout à fait passionnante, une vie sexuelle tout à fait épanouie et on n'est en rien une sous-femme. Ça c'est extrêmement important. Et aussi, c'est l'occasion pour elles de parler un peu de leur famille, de voir si elles vivent d'autres choses en famille, et du fait que rien n'est inéluctable, et que les traditions familiales ne sont pas forcément bonnes, ne sont pas forcément à respecter, et qu'elles peuvent être questionnées. Ça, parfois, c'est assez soulageant pour elles. Nous avons un autre type de consultation, qui sont des femmes qui ont des difficultés dans leur vie amoureuse, des douleurs, mal pendant les règles, enfin, toute une symptomatologie gynécologique que leur entourage ou leur médecin traitant a attribué à l'excision. Et notre rôle, là, est bien sûr de reconnaître la réalité de cette excision, mais surtout de faire la part des choses. C'est-à-dire que si vous vivez avec un homme que vous détestez et qu'il vous viole tous les soirs, ça n'est pas très surprenant de ne pas ressentir un orgasme palpitant et que probablement le problème sexuel ne vient pas directement, en tout cas pas exclusivement de l'excision. C'est compliqué pour nous de les accompagner à démêler les fils de leur vie parce que tout est intriqué. La violence, l'isolement social, le fait d'avoir changé de culture, et le fait aussi d'avoir été élevé dans un tabou complet concernant la sexualité, ça ne vous permet pas d'être très à l'aise avec le sujet. Ces femmes-là, nous leur proposons un parcours qui va s'appuyer sur un accompagnement psychologique, une évaluation et un accompagnement sexologique, la possibilité de participer à des groupes de parole, parce que là, c'est très rassurant pour elles voient qu'elles ne sont pas seules, que beaucoup d'autres femmes se posent les mêmes questions, ont les mêmes problèmes. Parfois, des femmes qui ont déjà été opérées viennent témoigner dans ces groupes de parole de l'impact positif que ça a eu sur elles. Bon, heureusement, il n'y a jamais eu de femmes qui viennent témoigner d'impact négatif, c'est possible aussi. Et ça leur permet aussi de s'encourager, de prendre des décisions. Et puis, elles peuvent aussi participer à tous nos ateliers qui vont du karaté à la danse orientale, en passant par le jardinage ou le théâtre. Et en fait, l'action cumulée de tous ces rendez-vous, de toute cette attention qu'on leur porte, leur fait clairement beaucoup de bien. Elles le disent, elles l'expriment, elles nous envoient leurs copines, et donc on peut considérer que notre impact est très positif sur leur vie. Et puis, quand elles maintiennent leur envie de se faire opérer, nous en discutons entre nous, non pas pour les brimer, non pas pour, encore une fois, leur dire
c'est pas toi qui décides, ton corps ne t'appartient pas, c'était ton mari, c'était ta mère, et aujourd'hui c'est la médecine qui l'a décidé pour toi, parce que ça c'est insupportable. Mais pour être sûr qu'elles ont compris ce qu'elles pouvaient attendre de l'intervention, ce qu'elles ne pouvaient pas attendre de l'intervention, parce que si on n'est pas honnête avec elles et qu'on leur fait miroiter, bien sûr, fais-toi opérer, et puis ta vie va radicalement changer, ça n'est pas toujours vrai. Il faut qu'elles l'entendent. Et parfois, nous pouvons leur dire que c'est pas le moment, qu'elles ont d'autres problèmes à régler, et que si elles se font opérer tout de suite, elles vont être très déçues. Mais voilà, l'idée, c'est plus de leur expliquer que de leur imposer. Ok, merci, c'est très très intéressant. Pendant les consultations, du coup, vous êtes amené donc à leur expliquer l'anatomie et la conséquence de l'excision sur leur anatomie. Sur quel support vous appuyez pour expliquer ça et en quoi c'est difficile? Quels sont les enjeux derrière à ce niveau-là? Déjà, l'idée, le plus important de ces consultations, c'est d'arriver à cerner un petit peu quelle est la demande, quelle est l'attente de la patiente quand elle franchit la porte. Et c'est vrai, je ne sais pas pour toi, mais moi maintenant, c'est la question que je pose systématiquement quand je les accueille, qui est de dire qu'est-ce qui vous amène, et quand c'est pas toujours très clair. Moi, je pose cette question à tout le monde. Exactement. Est-ce que je peux faire pour vous? Exactement. Et en fait, parfois, on se rend compte qu'il y en a qui viennent sans trop vraiment savoir pourquoi, avec un courrier adressé par un généraliste ou une travailleuse sociale qui, eux, ont cerné qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. Et en fait, finalement, la patiente elle-même ne sait pas vraiment trop ce qui se passe ou pourquoi elle est là. N'a pas d'attente. Exactement, on n'a pas d'attente. Donc ça, c'est vraiment un premier temps fondamental, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle a compris de ce qu'on faisait ici. Ça permet de positionner un petit peu la façon dont on va mener la consultation. Et donc, il y a autant des patients qui vont arriver extrêmement documentées, extrêmement renseignées, qui ont déjà regardé plein de choses, qui se sont déjà regardées elles, quand on discutait avec toutes leurs copines, en intrafamilial parfois. Et puis il y a des patientes qui sont vraiment un petit peu à milieu de tout ça et qui viennent parce qu'elles ont mal au ventre ou parce que voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver un petit peu à cerner où on en est, qu'est-ce qu'elles en attendent et qu'est-ce que nous on peut leur apporter. Ensuite, c'est vrai que moi j'ai tendance à commencer par faire une fois cerner cette demande, à essayer de leur présenter le modèle de l'anatomie d'une femme qui n'a pas été excisée, en leur expliquant bien que c'est un modèle, que ça représente un exemple, mais que toutes les anatomies sont différentes, et donc que le modèle qu'on va regarder là, ce n'est pas, ça ne correspond pas au sexe de tout à chacun. Ça permet aussi de voir un petit peu la façon dont elles vont réagir. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être d'emblée très gênées, avec vraiment beaucoup de pudeur à regarder ce modèle, et d'autres pour lesquelles ça va être un petit peu plus évident. Et ensuite, on leur propose systématiquement un examen pour regarder un petit peu chez elles qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut constater. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent, chacune son moment, chacune sa temporalité. On leur propose, c'est pareil, celles qui le souhaitent, de s'auto-examiner avec un petit miroir qu'on a pour pouvoir leur expliquer en direct, entre guillemets, quelle est leur anatomie à elles et qu'est-ce qu'on peut constater. Si elles sont gênées, on peut aussi éventuellement proposer de prendre une photo pour pouvoir regarder à distance. Et donc ça permet de leur expliquer chez elles leur anatomie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on constate. D'accord. Alors moi, je fais tout le contraire. Je commence par les examiner. Parce que parfois, elles ne sont pas excisées. Et que c'est important, avant de se lancer dans un discours sur c'est quoi l'excision, c'est quoi les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Ça me semble important de commencer. Et en général, elles sont là pour ça, elles sont assez d'accord. On leur propose de se regarder avec un miroir. Parfois, elles l'ont fait chez elles. Elles ne veulent pas le refaire, ou alors elles veulent bien le refaire avec nos explications. Et évidemment, avant l'arrivée des modèles 3D, on utilisait beaucoup de schémas. Mais c'est sûr qu'un schéma, c'est beaucoup moins parlant qu'un modèle. Et donc, ce que je fais moi une fois que je les ai examinés, je leur dis, voilà, vous avez vu comment vous étiez, je vais vous montrer une femme qui est dans la même position que vous étiez, donc on voit exactement la même chose, mais qui n'a pas été excisée. Et on détaille les différences. Peu importe, hein, à l'endroit, à l'envers, mais c'est vrai que passer du dessin au modèle presque vivant, ça a été pour nous assez utile. C'est à quel niveau vous avez senti la différence? Sur la compréhension de la patiente envers son anatomie, Oui, sur le fait qu'elle s'approprie le truc, c'est-à-dire que c'est vrai, on peut toucher, on peut dépisser. Avec un dessin, on peut pas montrer comment les petits bougent et puis comment elles sont en fait
fine, que de la peau, il n'y a rien dedans. C'est très, j'allais dire culpabilisant, non, mais c'est très déstressant de dire, bon d'accord, on m'a coupé un morceau de peau, là, c'est pour ça que je ne ressemble pas à cette femme-là, mais très clairement, ce qui a l'air intéressant, c'est le machin rose. Et ça, le docteur me dit que j'en ai encore beaucoup. Donc c'est quand même un message assez positif. Il y a un côté rassurant aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pense? Moi, je pense que même au-delà de ces consultations d'excision, l'anatomie vulvaire, l'anatomie des organes génitaux externes et internes de la femme reste encore un grand mystère pour beaucoup trop de gens, je pense. Et donc là, on parle spécifiquement de ces consultations. Les modèles 3D, alors après, bon, j'imagine que les gens qui regardent par curiosité ont tous déjà regardé des schémas. Bah, les schémas, même pour des gens qui ont fait les études correspondantes, c'est franchement pas toujours hyper intuitif à comprendre. Alors les gens qui n'évoluent pas du tout dans ce monde-là, ou a fortiori qui peuvent avoir été concernés par une atteinte à ce niveau-là, je pense que ça devient vraiment très compliqué de voir la correspondance entre ce qu'on nous montre, ce dessin qu'on nous montre, et puis comment on y soit, quoi. Exactement. Je rajouterais aussi qu'il y a l'anatomie. Ça permet aussi, les modèles 3D, plus facilement peut-être d'aborder la question de la sexualité, en fait, sur des choses vraiment extrêmement basiques, c'est-à-dire les rapports avec pénétration vaginale, ça se passe par là. Ça peut paraître évident, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Et puis ça permet aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le clitoris, il y a beaucoup de choses autour de ça, et c'est un peu le terme générique pour le plaisir, pour les rapports, pour une sexualité épanouie. Voilà, ça permet de dire, bah, l'organe c'est ça, il est situé là, et voilà, un petit peu d'aborder ces différents sujets peut-être plus facilement que sur un schéma 2D. C'est clair, et puis ça permet aussi d'aborder l'autosexualité, qui est un sujet très très tabou dans beaucoup de cultures, et de montrer que l'organe est là, et qu'il fait partie de leur corps, il leur appartient, et que donc elles sont autorisées à faire tout ce qu'elles veulent. Parfois elles me disent, oui mais non, mais je ne peux pas toucher la gêne de votre oreille, c'est pareil, vous la touchez, pas de problème. Voilà, ça permet d'aller sur des sujets comme ça plus dérangeants. Vous disiez que la Maison des Femmes, vous avez aussi des actions au sein des écoles, par exemple. C'est à ce niveau-là aussi, je suppose que ça peut être intéressant d'aborder des sujets, de montrer les modèles. On a toujours beaucoup de succès. On dégaine notre petite vulve pédagogique. Ouais. C'est quoi c'est pareil, c'est mieux qu'un schéma parce que c'est plus visuel, c'est plus. Oui, un schéma au tableau. C'est compliqué, et puis on fait des trucs en surimpression, des petits pointillés pour montrer ça c'est dedans, ça c'est dehors. Ça va, on l'a fait pendant des années, mais là c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis c'est un côté ludique, un peu ludique et quelque part un peu transgressif aussi. C'est-à-dire que, ah oui, on peut montrer ça dans une classe, mais mon Dieu, alors les garçons sont toujours délicatement tout à fait rigolo, et les filles, ça leur permet aussi de prendre un petit peu d'assurance, surtout que moi j'attaque toujours le sujet en parlant du sexe de l'homme d'abord, parce que tout le monde le connaît, et j'insiste beaucoup sur le fait que ce que contient le sexe de l'homme est exactement ce que contient le sexe de la femme. Et ça les chamboule complètement, parce que comment est-ce que c'est possible que le sexe de la femme soit comme celui de l'homme? Ça ne fait pas partie de leur référence. Oui, il y a tout ce travail sur les représentations, et que le sexe de l'homme, tout le monde, c'est très représenté, tout le monde voit très bien à quoi ça ressemble, etc. Le sexe de la femme, on ne sait pas très bien ce que ça inclut, finalement, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans, même sur la façon dont on nomme les choses. Et donc, c'est vrai que ces modèles, ils permettent aussi plus facilement de dire, bah, ça s'appelle comme ça correspond à ça. Ça désacralise un petit peu ces représentations. Ouais, on a une intervenante qui dit qu'il faudrait qu'en tant que femmes, on devrait tous pouvoir avoir accès à des modèles, ça nous serait toutes très utile. Et je pense qu'effectivement, enfin, je suis assez d'accord, c'est en tant qu'enfant, puis en grandissant, on a très peu de représentation finalement, et il y a un vrai intérêt pour toutes les femmes finalement. Ouais. Pour tout le monde, regardez toutes les poupées, elles n'ont pas de sexe, même quand elles sont genrées. Là, c'est pas possible de représenter quoi que ce soit. Et à ce niveau-là, vous sentez un changement justement dans la société Je n'ai pas encore vu beaucoup de parents très excités à l'idée d'offrir une poupée dotée d'une vulve ou d'un attribut masculin à leurs enfants, mais on peut lancer l'idée en 3D, pas mal. Et après, j'en profite pour rappeler que ces modèles, c'est quand même très très important de profiter pour dire et redire que chaque anatomie est différente
Notamment, il y a beaucoup de choses chez les jeunes filles avec les images auxquelles peuvent avoir accès les jeunes filles et les jeunes hommes, et de dire que, sauf certaines anatomies qui peuvent avoir un retentissement fonctionnel et qui peuvent être entre guillemets pathologiques, sinon la nature produit une grande variété anatomique. Ces modèles, ils sont absolument super. C'est pas parce que soit on n'a pas une anatomie exactement superposable que ça veut dire que c'est problématique ou que c'est anormal. Ou que... La question de la norme, alors pas chez les patientes qui viennent voir parce qu'elles sont excisées. Pour elles sont de toute façon anormales. Mais la question de la norme chez les très jeunes, les adolescents, est absolument cruciale, hyper anxiogène et les occupe beaucoup. D'où l'intérêt peut-être de ces modèles-là, de les présenter avec un professionnel de santé, qu'ils ne soient pas fournis tout seuls en tant que tels à des patients pour pas justement donner lieu à des fausses croyances ou à des inquiétudes qui n'auraient peut-être pas lieu d'être. C'est vrai que c'est important d'être accompagné mais qu'on soit patient, même, encore une fois, moi j'y reviens, je pense qu'il y a pas mal de professionnels de santé qui sont pas forcément hyper à l'aise avec le sujet, et que ces modèles permettent aussi de travailler certaines choses. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément en tête qu'on peut être une femme excisée, qu'on peut avoir une vie parfaitement satisfaisante, une sexualité parfaitement épanouie. Voilà, et donc c'est vrai que ces modèles, ça permet aussi un petit peu de revenir sur tout ça avec certains professionnels de santé qui souhaiteraient avancer sur ces sujets-là. Exactement. Ce que je propose, alors, on peut montrer les modèles un petit peu à la caméra, je suis pas sûre que ça va rentrer bien. Et je vais vous montrer une slide aussi, ça sera un peu plus parlant, je pense. Voilà, le temps que je partage l'écran. Donc toujours en gardant en tête ce que vous disiez, que c'est des modèles génériques. Hop. Donc je pense que... Ah, on voit pas encore la slide, mais ça devrait arriver. Non, décalage. C'est le décalage? Ah oui, c'est le décalage. Il y a un long décalage. Ce sont vraiment des absurdités, tu vois, ils se sont gardés. Alors super, c'est bon. Il y a un petit décalage, mais la slide est là. Donc du coup, là, c'est des plans 2D des modèles qui sont donc en 3D avec nous. Donc on a 4 modèles. Un modèle de vulve d'une femme non excisée, donc un modèle générique, hein, je reprécise. Un modèle d'une femme excisée avec une excision de type 1, une excision de type 2 et une excision de type 3. Donc ça, c'est des classifications au niveau des excisions, c'est ça qui nous permettent un peu de... Oui, c'est une classification de l'OMS à la base, si je ne m'abuse. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'excision, c'est quelque chose qui survient dans des conditions techniques et sanitaires qui ne sont pas des pratiques médicales, qui ne sont pas des pratiques chirurgicales. Et donc cette classification, elle a été faite un petit peu rétrospectivement pour essayer de regrouper différents types de cicatrices, de cicatrisation qu'on pouvait constater. Toutes les patientes excisées de type 1 n'ont pas la même vulve, toutes les patientes excisées de type 2 surtout peuvent vraiment, c'est une terminologie qui regroupe vraiment des constatations cliniques qui peuvent être très différentes. Pareil pour les types 3. Donc ces modèles, ils sont très bien faits, ils sont très importants pour pouvoir en discuter. Je pense qu'il faut être quand même très précautionneux quand on est avec les patientes. Voir qu'est-ce qu'elles ont envie de recevoir, qu'est-ce qu'elles ont envie de voir, et puis voir la corrélation avec leur anatomie, et du coup dans quelle mesure c'est pertinent de leur présenter ce modèle, ou dans quelle mesure en fait leur anatomie à elles, même si c'est aussi un type 1 ou un type 2 ou un type 3, ne correspond pas vraiment à ce qui est modélisé. Oui, tu as raison. Et du coup, sur les modèles, ce qui, je pense, est intéressant, c'est le fait de voir la position du clitoris, ce qui est quelque chose qu'on connaît peu, en fait, même sur les schémas. Et donc, je ne sais pas si c'est des retours que vous avez de la part de vos patientes à ce niveau-là. En fait, les patientes, la plupart du temps, sauf celles qui ont étudié la question, pour elles, le clitoris, c'est le petit bouton qui est comme un interrupteur qui donne accès à l'orgasme ou pas. Donc, elles sont effectivement très surprises de découvrir. Ça leur paraît presque irréel. Ah bon, mais j'ai tout ça en moi. Ah, mais ça marche pareil. C'est pas du tout. Là, on casse des mythes très, très ancrés. Donc, ça n'est pas automatique. C'est pas, ah oui, super, merci beaucoup, docteur. Maintenant que je sais que j'en ai plein partout, je vais m'éclater autrement. Ça demande un accompagnement. L'information brute ne suffit pas. Et très souvent, même si on leur dit, il vous reste 99% de l'organe en vous, et que la chirurgie ne consiste pas à vous
greffer quelque chose qu'on prend ailleurs, ça met aussi du temps pour qu'elle se représente vraiment. L'intérêt aussi, c'est qu'effectivement, on voit par transparence, on voit l'extrémité du gland qui peut ressortir. Chez certaines patientes, on palpe très bien lors de l'examen le gland qui est sous la cicatrice cutanée. Celles qui le souhaitent, on leur fait palper pour qu'elles-mêmes elles puissent prendre conscience de cette extrémité du gland qui est en fait toujours là, se familiariser avec leur anatomie. Et c'est vrai que le fait de le voir par transparence, ça permet de leur dire dans un deuxième temps, ben voilà, ce que vous avez senti pendant l'examen, ça correspond à ça qui reste, qui est juste un tout petit peu rétracté, un tout petit peu remonté, mais qui est toujours là et qui peut, dans certains cas, voilà, toujours être pourvoyeur de sensations. Donc ça nous permet de travailler tout ça avec elle. C'est un côté rassurant, du coup, on se rend compte que c'est qu'une petite partie qui n'est plus là. Pour certaines, oui. Pour certaines, oui. Ouais. Alors, je vais juste enlever la slide. Excusez-moi. Hop. Hop. J'ai un peu du mal. Elle va peut-être rester là. Ah voilà. Donc je vois qu'on a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre. Alors, on me pose une question. Est-ce que l'on peut imaginer un modèle anatomique opérable pour s'entraîner à des opérations de reconstruction? Donc, est-ce que ça serait intéressant déjà pour former les chirurgiens Non, vu l'expérience qu'on a, c'est une dissection assez minutieuse et c'est pas compliqué de retrouver le clitoris, enfin on sent où il est, etc. Ce qu'il faut apprendre, c'est comment l'approcher pas à pas, sans l'abîmer, sans le couper au mauvais endroit. Et ça, je vois rien de mieux que le compagnonnage avec un chirurgien expérimenté. Je pense pas qu'on peut apprendre à faire des nœuds dans sa cuisine, on peut apprendre à faire beaucoup de choses, mais disséquer un organe comme ça qui n'est jamais collé de la même façon, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas un organe pur, c'est un organe qui a subi plein de remaniements. Parfois, on a utilisé des épines d'acacia, parfois on a mis de la boue. Ça entraîne des granulomes, ça entraîne des cicatrices, et il n'y en a jamais deux qui sont pareils. Ça s'amuse beaucoup, faut pas le dire, mais en opérant à dire bah, tiens, regarde, là, celui-là est formidable, très très facile à disséquer. Celui-là, ça fait une demi-heure qu'on se galère et on n'en est pas encore sûr. Je pense qu'il vaut mieux trouver un bon copain qui accepte de vous prendre sous son aile et de vous montrer. C'est des chirurgies qui vont durer combien de temps? C'est des chirurgies longues? Non, 3/4 d'heure en moyenne, quand c'est facile. Et les patientes s'en remettent rapidement? Sans s'en remettre. S'en remettre. Je le souhaite. Juste ce que je voulais repréciser aussi, c'est que effectivement, c'est une intervention chirurgicale. Peut-être plus que d'autres interventions, ce qui est aussi vraiment très important, c'est l'indication et c'est l'accompagnement qui a été fait en amont, plus que vraiment la technique. Bien sûr. Ouais. Voilà, l'appendicite, on a l'appendicite, il faut faire une appendicectomie. C'est assez, voilà. Là, bien sûr, il y a l'aspect technique, mais il y a vraiment c'est l'accompagnement en amont qui est plus important que la technique. Exactement. En amont et en aval. En amont, c'est important de bien poser l'indication, mais comme tout geste chirurgical. Ensuite, il y a la technique, quand même, je pense qu'elle est importante, parce que quand on n'est pas bien formé, il y a une courbe d'apprentissage. Au début, on ne fait pas forcément bien. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se lancer seul, parce qu'on risque de desservir la patiente. Il y a plein de petites astuces qu'on peaufine au fur et à mesure de son expertise. Et puis ensuite, il y a tout l'accompagnement d'aval, c'est-à-dire les rassurer sur la cicatrisation. Parfois, elle vous appelle en grande panique, ou elle vous envoie un mail le samedi à minuit. Oh, j'ai perdu un fil, oh là là, mon clitoris est tombé, je ne le vois plus. Et il faut être là, rassurer, répondre. Il y a l'accompagnement après la chirurgie. Et ce qui est important aussi, c'est que l'aspect post-opératoire, alors comme toute cicatrice, mais là quand même particulièrement, l'aspect post-opératoire n'est pas le même que celui qui va être à court, moyen et puis long terme. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez important de l'avoir aussi travaillé en amont. On peut proposer aux patients qui le souhaitent de voir des photos post-opératoires. D'accord. Donc on prend bien sûr avec l'accord des patientes, en les prévenant que visuellement ça peut être assez impressionnant, que c'est pas l'aspect définitif que ça va avoir. Les patients souhaitent ou ne souhaitent pas. C'est vrai que celles qui le souhaitent, c'est souvent très bien reçu. Enfin, celles qui le souhaitent, elles sont ravies. Exactement. Si je leur dis que vous allez être déçus, c'est pas comme une vraie femme qui a jamais été excitée.
Et ça, moi, je trouve ça très joli. Je veux ça. Oui, Voilà. je veux ça. Et après, l'aspect donc vraiment évolue de semaine en semaine. Au début, les patientes, on les revoit systématiquement entre 7 à 10 jours après l'intervention. Sachant qu'elles peuvent bien sûr nous contacter avant s'il y a le moindre souci. Ensuite, elles sont revues généralement un mois après. On propose aussi, pour celles qui le souhaitent, une nouvelle consultation avec le sexologue, si jamais elles souhaitent retravailler d'autres aspects en post-opératoire. Celles qui étaient suivies en amont, qui avaient en amont un accompagnement avec la psychologue, elles peuvent bien évidemment continuer cette partie-là de l'accompagnement. Et ensuite, nous, on continue à voir celles qui le souhaitent à moyen et même à long terme pour voir comment les choses évoluent, pour voir comment qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé en termes de sexualité, en termes de douleur, pour voilà, se familiariser avec cet aspect changeant. La consultation avec le sexologue en post-opératoire est très importante pour nous parce que il évalue un peu leurs compétences et leur satisfaction sexuelle avant. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce qu'il y a une aggravation. On peut imaginer que parfois, sans le vouloir bien sûr, mais on a coupé un petit nerf périphérique et qu'une femme qui avait des sensations n'en a plus. Ça peut arriver, il faut les prévenir. Donc pour nous, c'est très important d'avoir cet avant-après parce que ça nous conforte en fait dans le fait que c'est mieux, qu'elles sont contentes. C'est très très important. Il y a autre chose qui est important aussi, parfois les femmes ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'elles se sont fait opérer, elles sont très contentes, mais elles regardent leur nouveau clitoris avec beaucoup de circonspection et elles hésitent énormément à le toucher, à s'en servir, et on est obligé de revenir sur des choses qu'on avait abordées, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être opéré, si vous ne vous appropriez pas votre organe, si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, et pour comprendre comment il fonctionne, il faut vous caresser, vous masturber, c'est des gros mots, c'est des mots qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre, pour elles c'est indécent, on ne parle pas comme ça avec aussi simplement, mais c'est important parce que parfois elles peuvent rester 3 mois à juste regarder en disant waouh c'est super, j'ai un petit volume, mais vous l'avez touché, vous avez des rapports, non, j'ai trop peur. Donc ça c'est un travail de réappropriation de cet organe qui est parfois long. Il leur faut parfois beaucoup de temps avant de se dire en fait oui c'est à moi, je me conserve bien. De se l'approprier finalement. Et ce que dit Rada qui est très important, c'est qu'on a parfois l'impression qu'elles n'envisagent leur sexualité que dans une dynamique de couple et qu'il y a certaines patientes pour lesquelles la demande c'est je n'arrive pas à satisfaire mon mari, je veux être comme les autres femmes pour mon mari, et donc je ne garde aucun homme. Ouais. C'est parce que je suis excisée. Exactement. Et donc c'est vrai que c'est très important d'essayer de les amener sur la dimension un petit peu aussi personnelle que peut avoir la sexualité, et en tout cas voilà, de se considérer soi-même et de considérer ses propres sensations, ses propres attentes, ses propres envies, et pas uniquement en miroir par rapport à un conjoint, un mari. Et on avait une question, est-ce qu'il y a une notion du nombre de patientes excisées que vous recevez par semaine? 25 à peu près par semaine, je dirais. On est 3 chirurgiens. Ouais, à peu près. Et du nombre d'opérations Sujet sensible. C'est un sujet... On opère en gros un tiers des femmes qu'on reçoit. D'accord. Entre celles qui ne venaient pas spécialement pour se faire opérer, celles auxquelles on dit non, je pense que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Celles qui ont une excision rituelle, il y a des nouvelles formes d'excision maintenant qui sont peut-être en chemin vers l'abandon de la pratique, mais dans des communautés qui n'arrivent pas à abandonner tout de suite et qui ont besoin d'une étape intermédiaire pour maintenir quelque chose de la tradition, il arrive que des jeunes femmes pensent avoir subi une excision et en fait elles ont juste subi ce qu'on appelle un picking, c'est-à-dire qu'on a piqué leur clitoris, on a fait une toute petite cicatrice, donc quelque part l'honneur est sauf, elles ont eu mal, elles sont saignées, donc on a fait la tradition et en même temps les gens commencent à comprendre que couper c'est pas toujours une bonne idée. Et elles par contre pour elles voient pas la différence, on leur a sauté dessus, on leur a rien expliqué, des femmes leur ont tenu les jambes écartées, une femme qu'elle ne connaît pas s'est précipitée sur leur sexe et leur a fait mal, elles sont excisées. Il y a pas, on n'en sort pas. Et c'est important aussi de leur dire bah non, en fait vous êtes strictement normal. Et là le modèle est très intéressant parce qu'on leur dit ben voilà, ça c'est vous, on s'est bien regardé dans le miroir, ça c'est le modèle. Où est la différence? Et ça met beaucoup de temps à arriver au cerveau parce que
elles sont arrivées en disant je suis excisée, je n'ai pas de plaisir, et c'est parce que je suis excisée et il faut absolument m'opérer. Et de leur dire, en fait, il n'y a rien à opérer, on ne fera pas mieux parce qu'elles sont normales, et ça c'est très compliqué. Presque plus décevant que de leur dire oui, vous avez raison, vous êtes excisée. C'est ça une croyance que... Mais elles sont absolument persuadées qu'on leur a fait un truc et qu'elles n'ont pas de plaisir, qu'elles ne peuvent pas avoir de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que le côté psychologique est essentiel. Elles sont strictement normales et elles n'ont pas de plaisir. Donc l'excision n'a strictement rien à voir là-dedans. Mais c'est la tradition, la mise en œuvre de cette tradition, l'éducation, tout ça est aussi important finalement que ce petit bout de clitoris qu'on a ou pas. C'est vrai que ça me fait penser, moi j'essaie toujours dans les consultations de placer le fait qu'il y a tout un tas de femmes qui n'ont jamais été excisées et qui pour autant n'ont pas beaucoup plus facilement de plaisir. C'est vrai que ça fait toujours rigoler, c'est toujours un petit peu voilà, mais c'est des idées qui sont quand même importantes à placer dans la consultation, quoi, que en fait tout ça c'est des choses qui sont très polyfactorielles et qu'il y a des femmes excisées qui ont 150 fois plus de plaisir que des femmes qui n'ont jamais été excisées. Ouais, mais ça c'est aussi parce que les magazines, les réseaux sociaux, les gens survendent leur vie et elles ont des copines qui leur disent ah non mais moi je peux avoir 12 orgasmes en une nuit. N'importe quoi. Mais présente-moi ton mari. Et elle ne croit pas que, en fait, il y a une espèce de surenchère aussi. C'est comme les hommes qui ont tous eu plus de rapports que ce qu'ils ont eu en vrai. Donc, je regarde les questions un petit peu. Donc, on me pose des questions vraiment sur les modèles. Quels sont les matériaux utilisés pour réaliser les modèles? Donc ça, je vais me permettre d'y répondre. Donc, c'est des modèles qui sont en silicone et qui sont réalisés en utilisant un procédé d'impression 3D, puisque les moules dans lesquels on va injecter le silicone sont imprimés en 3D. Et donc, on a la vulve qui est représentée en silicone et le clitoris qui est dur, qui lui est directement imprimé en 3D. Donc, ouais, ça donne un petit peu plus de détails sur le procédé de fabrication des modèles. On va reprendre la suite des questions pour les 5 dernières minutes. Donc, on a une question plus médicale. Les opérations de reconstruction sont-elles possibles quel que soit le type d'excision? Alors, le type 1, par exemple, quand il y a juste des problèmes de capuchon, on ne va pas forcément faire mieux et ça peut être malhonnête de dire à une femme que oui, bien sûr, il faut l'opérer. Je pense qu'il faut éviter de l'opérer si c'est possible. Les autres formes, y compris la forme 3, qui est l'infibulation avec une fermeture du vagin, sont a priori toutes opérables. Il arrive très exceptionnellement qu'une femme qui a été peut-être infibulée plusieurs fois ou excisée plusieurs fois, ça peut arriver. Il y a parfois des maris qui disent « Ah non, mais t'es pas assez excisée, je voudrais qu'on te réexcise avant notre mariage. » Et elles arrivent en disant « Oui, mon sexe avait repoussé, donc mon mari a voulu qu'on le recoupe. » Et ça peut arriver, ça nous est arrivé une seule fois. C'était une femme qui avait été excisée, je pense, chirurgicalement, sous anesthésie, donc on avait coupé très, très au ras de l'os pubien. Il n'y avait plus grand-chose à récupérer. Donc, on a fait une petite anatomie un peu sympa, mais c'était pas très satisfaisant. Mais ça nous est arrivé une seule fois. D'accord. Et juste, ça me fait penser, ce qui est important aussi de préciser, c'est que l'intervention dont on parle, donc la transposition du clitoris, c'est une intervention qui permet d'abaisser le gland clitoridien rétracté pour de nouveau l'aboucher à la peau et de reconstituer un capuchon. Ça ne permet pas de reconstruire les petites lèvres. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important d'aborder en amont avec la patiente, et de lui dire, cette zone-là, on va pouvoir travailler dessus, et puis on va pouvoir faire ça. Par contre, ces petites lèvres, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir, sur cette intervention-ci, reconstruire. Et à ce moment-là, vous appuyez sur les modèles pour montrer ce que vous allez pouvoir reconstruire. Exactement. Et quelles zones vous n'allez pas pouvoir reconstruire. Donc, une autre question, on nous demande s'il est possible d'avoir des modèles avec des couleurs qui permettront de reconnaître toutes les composantes de l'organe. On en discutait juste avant de débuter le webinaire. C'est tout à fait possible. C'est des choses... Aujourd'hui, on a fait le choix de faire des modèles transparents. Ils peuvent être peints, par exemple. On peut colorer le silicone. Là, l'idée du modèle transparent, c'est de pouvoir voir le clitoris à travers pour comprendre son positionnement.
Mais pour plus de réalisme, il peut avoir un intérêt, je pense, d'avoir des modèles colorés pour comprendre la différence entre les différents organes, ou pour aller plus loin dans l'explication derrière qu'il y a au niveau des modèles. Alors, excusez-moi, je fais le tri dans les questions. Donc, il y a des sujets qu'on a déjà abordés. Alors, on nous parle de la technique utilisée par le docteur Pierre Foldès. Est-ce qu'on nous demande si c'est cette technique-là qui est utilisée pour la chirurgie? Alors, comme toujours en chirurgie, il y a ce qu'on apprend, et puis ensuite, il y a avec l'expérience ce qu'on préfère. Donc, on s'est évidemment inspiré de la technique de Pierre Foldès, qui est la technique, je crois qu'ils étaient 2 urologues à l'avoir décrite à l'origine. Et puis, on y a apporté des petits ajustements, déjà parce que il y a des choses qui nous plaisent plus esthétiquement, et puis des retours de patients sur certains points qui semblaient douloureux, peut-être inutiles, qu'on a allégés. Enfin, on s'est fait notre petite... on a la technique, comment on pourrait l'appeler Foutem, haché. Non, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que voilà, chaque intervention est différente, quelle que soit l'intervention, mais encore une fois, c'est des patientes qui ont été excisées dans des conditions qui ne sont pas médicales, et du coup, ça nécessite aussi vraiment de s'adapter à l'anatomie de la patiente et aux différentes structures qu'on va retrouver, avec plus ou moins de facilité. Donc, c'est bien évidemment une intervention qui est standardisée, avec des étapes qui sont parfaitement protocolisées. Après, en opératoire, c'est vrai que c'est pas toujours aussi systématisé que d'autres interventions peuvent être. Je comprends. Tu penses à la césarienne, par exemple. C'est un acte très standard, qui est plus standardisé. Donc là, on touche bientôt à la fin du webinaire. On va prendre une dernière question. Donc, on nous demande comment il est possible de se procurer les modèles anatomiques. Donc, du coup, je pense que dans le chat, on a donné une adresse mail contact. Vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail pour vous fournir de ces modèles. Pour conclure, on peut conclure. Oui, pour conclure, on peut faire une petite démonstration. Il est visible. L'idée de ce modèle, donc ça reprend le modèle d'impression 3D qui a été mis en évidence, ça fait 10 ans maintenant. Il a été modélisé à peu près, donc qui est celui-là qui est maintenant assez connu puisqu'il est pas mal diffusé, notamment sur les réseaux sociaux. Ça a quand même été une petite révolution dans la perception qu'on avait de l'organe avec cette toute petite partie visible et puis tout le reste, de se rendre compte que les dimensions étaient finalement superposables à celles du sexe de l'homme, etc. Vaste sujet que nous ne développerons pas là. L'idée de ce modèle-là qu'on a développé, que je vous montre de profil, c'est que, en fait, donc encore une fois, les excisions, elles sont pas systématisées, mais l'idée, c'est que c'est la portion distale du gland qui est sectionnée, avec un gland qui va avoir, une extrémité du gland qui va avoir tendance un petit peu à se rétracter et à se relever, et puis la peau qui va cicatriser par-dessus. Donc là, on a développé ce modèle avec justement pour pouvoir montrer le gland qui se relève, qui se rétracte, et puis aussi pour pouvoir vraiment essayer de faire passer le message que finalement ce qui a été réellement enlevé, c'est une petite portion de l'organe, et qu'il y a toute cette portion-là du gland qui est toujours présente. Sur les modèles excisés, il a été du coup modélisé comme ça. Je le mets là avec le modèle redressé et rétracté. Et donc ça permet aussi comme on disait tout à l'heure, de faire palper aux patientes qui le souhaitent le relief qu'elles sentent très bien à travers la cicatrice cutanée, et de leur dire voilà, en fait, ce que vous sentez, avant on disait c'est tout ça, et maintenant on va pouvoir leur dire voilà, en fait, c'est tout ça qui reste et qui est juste caché entre guillemets sous la fibrose et sous la cicatrisation cutanée. Ça permet aussi d'expliquer l'intervention en disant qu'on va donc réouvrir au niveau de la cicatrice cutanée et puis finalement aller chercher cette extrémité du gland, enlever la fibrose et puis le libérer de ces systèmes d'attache pour pouvoir le réabaisser et le réattacher à la peau. Super, merci pour cette démonstration. Donc c'est des modèles au sein de la Maison des Femmes vous êtes amenés à utiliser, et donc voilà, est-ce que c'est des modèles que vous avez utilisés au sein des différentes Maisons des Femmes? Est-ce que c'est l'objectif Absolument. Ouais. Ok.
On devrait mettre le logo d'ailleurs. On va en parler Des après. maisons des femmes. Tout à fait. Oui. Et pour conclure, est-ce qu'il y a des projets que vous souhaiterez partager au niveau des maisons des femmes Concernant l'excision en particulier ou... Surtout tout type de sujet. Nous, notre projet principal, c'est d'accompagner toutes les équipes qui ont envie de monter une maison des femmes à le faire, avec notre expérience, avec nos soutiens, notamment financiers, qu'on partage volontiers. Et si c'est dans une région où il y a la possibilité, enfin, où il y a des patientes excisées qui auraient besoin de prise en charge, on est aussi tout à fait disponible. On l'a déjà fait pour aller accompagner les équipes chirurgicales qui ne sont pas très habituées et les aider dans leurs premières interventions pour leur mettre un peu de pied à l'étrier et qu'elles soient ensuite autonomes. Parce que plus on sera nombreux à connaître cette pratique, à savoir comment accompagner les patientes et comment les opérer, mieux ce sera. Super. Merci, je trouve que c'est un bon mot pour conclure. Donc, merci beaucoup pour l'intervention. Merci à vous. Merci à vous. Et du coup, merci à tous les participants aussi qui étaient présents pendant le webinaire. Bien.